Bonjour à tous, bienvenue donc sur notre webinaire dédié à la data protection en partenariat avec Dell Technologies. L'agenda de cette session, donc on va commencer avec une introduction de Laurent Azière, donc, qui est de l'agence Adelanto, avec lequel on a organisé une étude sur la sécurité IT. Et donc, parmi vous, il y a des personnes qui ont répondu à cette étude. Donc, en introduction, on va avoir une restitution. On aura ensuite rapidement la vision de Dell Technologies, notre partenaire, sur la data protection et pour conclure, la vision donc, de SCC. Alors, pour démarrer, je vais donc passer la main à Laurent Azière. Hop là, voilà. Donc, logiquement, Laurent, tu es présentateur, on voit ta présentation. Parfait. Écoutez, bonjour à tous. Merci Charlène de m'avoir passé la parole. Donc effectivement, je vais vous présenter un extrait des résultats de la dernière étude que nous avons réalisée pour SCC et Dell Technologies. Nous sommes une agence de marketing et nous réalisons des études auprès des DSI principalement. Et l'objectif de l'étude qui a été réalisée en septembre et octobre de cette année, c'était la sécurité de bout en bout du poste de travail au data center. Donc, en deux mots, le contexte, comme je vous l'ai dit, a été réalisé très récemment. C'est la première fois dont on présente les résultats, donc c'est assez nouveau. Environ 180 managers informatiques et sociétés ont participé, c'est un échange représentatif, principalement sur des entreprises, plutôt des ETI et des grands comptes, autour d'une quinzaine de questions clés. Donc, on en a tiré d'ailleurs une infographie qui pourra être diffusée à l'issue de ces webinaires qui fait le résumé des résultats que je vous présente maintenant. Donc, ce qui était intéressant par rapport au contexte de cette étude, c'était qu'on était en plein contexte Covid, c'est-à-dire après le premier confinement, au début du deuxième confinement. Donc, je dirais que les tensions étaient maximum et vous allez avoir quelques éléments d'information sur ce que pensent vos confrères par rapport à ce sujet. Déjà, en introduction, on leur a demandé de quel type de poste de travail ils devaient assurer la sécurité. Vous voyez que c'est assez varié, les réponses dépassent 100% évidemment. Car si la priorité est bien sûr sur les postes de travail fixes, les postes de travail itinérants en matière de sécurité sont presque aussi prioritaires avec les data centers. Donc, c'est les trois grandes priorités des DSI aujourd'hui, c'est ces trois types de devices ou d'infrastructures. Et bien sûr, on rajoute aussi la téléphonie mobile qui vient très peu derrière. Donc, la priorité est très claire, c'est assez classique, mais ce qui est intéressant de voir, c'est l'ordre d'importance. En matière d'évolution sur la protection actuelle, une des questions qui leur a été posée tout départ, c'est que pensez-vous de la situation de votre organisation en matière de qualité de protection? Est-ce que vous vous sentez bien sécurisé ou vous pensez qu'il y a des améliorations possibles? Alors c'est une question un peu délicate parce qu'on demande à des DSI de nous dire s'ils s'estiment bien protégés. Donc en général, ils répondent plutôt oui, quoique on voit sur cette image qu'il y a quand même pratiquement 30%, 27% exactement, des répondants qui estiment que leur société est protégée de façon moyenne ou faible, et même certains de manière insuffisante. Donc, même si la sécurité est un enjeu qui est pris en compte par tous les DSI, ils n'arrivent pas encore tous, en tout cas en se jugeant eux-mêmes, à estimer qu'ils sont au top de ce qu'il faudrait faire pour être protégés. La grande question, c'est qu'est-ce qui se passe depuis le début de la période Covid? Les incidents de sécurité, c'est quelque chose qui est connu, dont souffrent toutes les organisations depuis pas mal d'années désormais. Mais sur la période Covid, est-ce que ça a bougé? Est-ce que les lignes ont bougé? Est-ce que vous avez senti des augmentations? Alors là, ça peut paraître un peu surprenant. Il n'y a que 15% des DSI qui estiment que les incidents de sécurité sont en forte augmentation et 26% qui sont en augmentation, mais faiblement. Donc, il y a deux manières de voir ce niveau de réponse. Pour 40% des répondants, donc, les incidents de sécurité sont en augmentation. Donc, le Covid a clairement été une porte ouverte pour des attaques additionnelles, qui n'était pas le cas. Ou on peut dire que pour 60%,
il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que les incidents de sécurité sont permanents, Covid ou pas Covid. Pour conclure sur cette slide, on peut simplement dire qu'il y a quand même eu une augmentation certaine liée à la période, mais que les incidents étaient quand même fréquents, même indépendamment du contexte. Alors, après, on est allé un peu plus dans le détail sur cette question en leur demandant les points qui les préoccupaient plus depuis le Covid. Donc, on les a classés par ordre d'importance. Donc, ont été cités le phishing. Par rapport au Covid, c'est le type d'attaque qui est le plus en augmentation, en tout cas qui les préoccupe le plus. Voilà, avec l'usurpation d'identité, hors cyberattaque, c'est-à-dire que les usurpations d'identité, c'est pas obligatoirement des attaques massives et coordonnées, ça peut être des attaques individuelles qui sont constatées par les systèmes. En tout cas, c'est les attaques peut-être parmi les attaques les plus difficiles à identifier puisqu'elles font partie d'attaques personnelles ou quasiment manuelles à base de téléphone et d'emails simples. Et ça, le DSI ne sait pas trop comment y répondre. Les attaques ransomware, bien sûr, ça les préoccupait déjà beaucoup avant le Covid. Ça continue à le faire de façon importante. Et puis, on avait posé une question à l'initiative de Dell qui se demandait si la conscience sur le low-level attack au niveau du BIOS était ressentie. Est-ce que c'était quelque chose qui était un peu plus présent d'après depuis le Covid? Pas réellement. Donc, même s'il y a des attaques low-level attack sur lesquelles il faut faire attention, il n'y a pas eu d'augmentation particulière depuis la période Covid. Alors, sur les brèches d'accès, parce que qui dit attaque dit incident sur les systèmes. Donc, au cours des derniers mois, donc ces 6 derniers mois, donc je vous rappelle que l'étude a été faite en octobre, donc ça couvre la période mars à septembre, on se demandait est-ce que des brèches ont eu lieu. Donc, les répondants nous disent au moins une et de nombreuses brèches, environ 35%. Donc, 35% des répondants, ce qui est quand même considérable, ont connu des brèches d'accès au système. Donc, d'un côté, ils estiment qu'ils sont relativement bien protégés, mais ils reconnaissent quand même qu'il y a des brèches d'accès. C'est un peu contradictoire. Après, on a quand même un certain nombre de DSI qui ne souhaitent pas répondre et d'autres, 50% d'entre eux, qui disent non, pas à ma connaissance. Donc, il y en a peut-être eu, mais ils ne l'ont pas encore vu ou aperçu, ce qui est assez curieux. Donc, qui dit brèche d'accès dit interruption de service, parce qu'une brèche d'accès, c'est une chose, on peut la contrer, on peut la réparer. Est-ce qu'elle génère des incidents? Donc, on a demandé à ceux qui avaient connu des brèches d'accès, qui avaient bien voulu nous les déclarer, si elle avait généré des interruptions. Donc, il y a des brèches d'accès pour 2 tiers d'entre eux qui ne génèrent pas d'interruption. Donc, ça veut dire qu'elles ont été contrées ou qu'elles ne présentaient pas un caractère de gravité particulier. Mais certaines d'entre elles ont créé des arrêts système avec des interruptions de service pour 22% d'entre elles de moins de 24 heures, mais quand même pour 10% d'entre elles, 11% d'entre elles, de plus de 24 heures. Donc, les brèches d'accès existent, elles ont des conséquences, et des conséquences qui peuvent être importantes. En ce qui concerne les éléments qui les gênent ou qui les inquiètent pour la sécurité à venir, actuelle et à venir de leur exploitation informatique. Donc, qu'est-ce qui est problématique pour la DSI aujourd'hui? Bon, bien sûr, c'est le cas dans beaucoup de spécialisations informatiques, le manque de ressources humaines, mais c'est cité en numéro 1 en sécurité. Donc, les spécialistes en sécurité manquent. En interne ou en externe. La deuxième raison qui perturbe et qui gêne la sécurité de leur système, c'est que certains de la partie de leur infrastructure est obsolète et compliquée à mettre à jour. Donc, c'est une question générique, donc ça peut être du matériel, ça peut être des applicatifs. Et puis, le troisième point le plus important, c'est que les procédures de sécurité, les DSI estiment qu'elles ne sont pas respectées ou pas suffisamment respectées par les utilisateurs. Donc, des procédures de sécurité existent, elles sont déployées, on demande de les mettre en application, mais elles sont contournées ou non respectées. Et en dernier point, enfin quatrième point, le manque de ressources budgétaires qui est une réponse classique, mais c'est pas tant l'argent qui est en jeu ici, c'est plutôt les compétences techniques, l'obsolescence et les procédures.
Alors, par rapport aux améliorations à venir, potentielles, sur quel point ils vont se concentrer, les DSI. Donc, l'accès à l'identification, donc ça, c'est avec le développement du télétravail, on peut bien le comprendre. C'était déjà le cas avant, mais je dirais que ce point-là semble s'être renforcé. Le réseau, parce que tout transite par le réseau, non seulement des problèmes de performance, mais des problèmes d'accès, donc il faut pouvoir bloquer au niveau du réseau avant que ça s'infiltre dans l'infrastructure SI les cyberattaques. En tout cas, c'est à ce niveau-là qu'ils ressentent des gros besoins d'amélioration de sécurité. Et puis les données, les sauvegardes. Les données, parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux, bien sûr, à protéger. Et les sauvegardes, je pense que les DSI ont bien conscience maintenant que non seulement il faut faire des sauvegardes, ça je crois qu'ils en font tous, vous en faites tous, mais il faut surtout vérifier et s'assurer de leur intégrité. Parce que quand on les remet en place, et si les virus ou les ransomware sont dans les sauvegardes, on n'a pas réussi un PRA de bon niveau. Et puis en conclusion, les budgets sécurité vont rester en hausse ou forte hausse légère pour 50% des DSI. Ça fait partie des budgets qui vont augmenter dans un contexte de déflation des budgets. Ça reste un budget prioritaire. Et preuve en est, les projets semblent nombreux pour les DSI. Plus de 2/3 des DSI ont des projets d'évolution, de mise en place de nouveaux outils en matière de sécurité pour l'infrastructure informatique. Donc voilà en quelques mots ma conclusion. Je tiens à votre disposition, on mettra au présent du webinaire l'accès à l'infographie avec les résultats complets. Et je laisse la parole à Vincent Barbelin pour la suite. Merci. Merci Laurent. Juste avant, je voudrais juste rappeler donc à nos participants que nous avons donc un chat sur le webinaire. Au cas où vous ayez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par chat, et je les dicterai à la fin à nos intervenants. Alors Vincent, je te donne la main. C'est à toi. Ok. Alors, je partage mon écran. Hop. Alors, bonjour, merci Charlène et Laurent. Donc, Vincent Barbelin, je suis CTO au sein de Dell Technologies France. Et en complément de l'étude qui vous a été présentée par Laurent, où on voit bien que la sécurité est préoccupante pour la totalité des organisations et des membres des services informatiques, eh bien, nous allons aborder dans ce workshop les thématiques autour des opportunités digitales qui vont de pair avec les opportunités d'attaque pour les hackers. Donc, la présentation ne sera pas exhaustive de toutes les attaques possibles et imaginables qui peuvent exister, mais plutôt une discussion sur les grandes tendances actuelles. Alors, il est souvent admis que 95% des failles de sécurité viennent du endpoint. Et d'ailleurs, les études montrent que les travailleurs se déplacent de plus en plus, on a l'émergence du nomadisme, on a l'explosion du home office, surtout en ces temps difficiles, on a aussi le Bring Your Own Device qui reprend de l'envergure. Donc finalement, toutes ces nouvelles tendances, elles augmentent les risques au sein des organisations et puis surtout, elles rendent difficile une stratégie de sécurité pour les services informatiques. L'autre point, c'est le rythme du changement. Il ne fait que s'accélérer au sein des organisations. On parle de data centers, de sites distants, de succursales, de cloud, de 5G, de edge computing. Et en plus, les organisations sont en train de devenir très tentaculaires où chaque terminaison a ses propres règles de sécurité, ses propres risques et puis ses propres règles légales. Donc, on passe d'un data center souvent on-premise, quelquefois monosite, à un vaste écosystème qu'il faut piloter et sécuriser. Alors, la réalité, c'est que les attaques sont très sophistiquées et le sont de plus en plus. Une attaque arrive à se cacher en moyenne 108 jours avant d'être détectée. Pendant tout ce temps-là, imaginez le mal qu'elle peut faire, soit en termes de données divulguées, soit tout simplement, comme le disait Laurent, finalement se cacher également dans les backups pour pouvoir revenir autant de fois qu'elle en a envie. Et puis, il y a aussi le comportement de l'utilisateur. 72% des utilisateurs au sein des organisations partagent des données à l'extérieur et 50% d'entre eux utilisent une application personnelle parce qu'ils n'ont pas le bon outil au bon moment, au bon endroit. Et puis, Laurent l'a dit, les ressources, les experts en sécurité sont des ressources limitées. Il n'y a pas assez de professionnels de la sécurité. C'est des coûts qui sont relativement conséquents et souvent, les organisations n'ont pas les budgets pour pouvoir se doter d'une véritable division de la cybersécurité.
Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter ce qu'est le risque numérique. Je vous propose d'avoir une petite définition. Le risque numérique, c'est tous ces résultats indésirables, souvent inattendus, qui découlent de la transformation numérique et des technologies connexes qu'on adopte. Les menaces, les vulnérabilités, leurs conséquences, elles vont à une échelle et une vitesse qu'on peine à peine à comprendre. Plus on se digitalise, plus on ouvre la surface d'attaque. Sur des vecteurs d'attaque inconnus, des vulnérabilités qui peuvent exister d'ores et déjà dans les applications qu'on utilise ou qu'on développe et qui finalement vont se retrouver en première ligne. Et puis, on ajoute à ça aux cybermenaces des silos fonctionnels qui rendent complexe la création d'une war room en cas d'attaque, des réglementations parfois complexes sur la protection de la vie privée. Donc finalement, le risque digital, c'est un peu à l'image de toutes les crevasses sur un glacier qui sont bien cachées sous la neige et que le service informatique doit éviter dans sa progression. Alors, allons un peu plus loin dans les tendances et le risque que ça représente. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est vraiment que les pirates? Les pirates, c'est plus simplement des gens qui vont sur le dark web chercher des logiciels d'attaque qui modifient un peu pour tenter d'attaquer. C'est des véritables organisations d'entreprises. C'est comme des petites entreprises PME, PMI, souvent financées par des États ou des États-nations, qui ont même leur support ou leur helpdesk si vous avez besoin d'aide. Elles ont des contrats avec leurs clients. D'ailleurs, notre division SecureWorks suit à peu près 200 de ces groupes qui sont connus, identifiés. Et puis, la menace, c'est que le combat, il est inégal. Ces acteurs du cybercrime, ils ont des outils de plus en plus puissants, souvent couplés à de l'IA. Ils ont des années pour se préparer. Et vous n'avez que quelques mois pour réagir, quelques heures, quelques secondes. Et finalement, ça dépasse votre capacité d'adoption de technologie pour vous protéger. On peut citer l'exemple des Evnets qui ont adopté des technologies d'IA qui leur permettent de vraiment cibler les personnes et de déployer leurs attaques de façon ciblée. On peut cibler, Laurent en parlait, des attaques BIOS qui sont à très bas niveau au niveau du matériel, ou par exemple le spear phishing, cette technologie de phishing basée sur de l'IA, donc de hameçonnage qui couplé à de l'IA, permet d'adopter la phrasologie et le comportement des utilisateurs pour avoir non plus un mail que vous recevez bourré de fautes d'orthographe, mais bien quelque chose de très ciblé, de très réaliste, sur lequel vous pourriez être tenté de répondre. Alors, Verizon a montré qu'en 2019, près de 30% des infections logicielles étaient dues à des ransomware, ces fameux ransomware avec leurs messages de cryptage. Ça coûte aux entreprises à peu près 75 milliards de dollars par an. Et la plupart de ces infections, de ces crimeware, étaient motivées financièrement par des demandes de rançon. Donc, on peut citer l'exemple du célèbre NotPetya, ce logiciel malveillant de type wiper, qui effaçait les données avec un message de demande de rançon, mais qui en plus était couplé à un mécanisme de propagation de type vert pour lui permettre d'aller attaquer le plus de vos équipements possible. Alors, le FBI donne à peu près de 50-50 les chances de décryptage si on paye les rançons. Mais il faut savoir que tous les ransomware ne sont pas faits pour être décryptés. Par exemple, LockerGoga cible les industriels avec des certificats signés, une capacité de contournement des bacs à sable, de changement des mots de passe admin. Et pourtant, c'est du cybersabotage. Ils ne demandent aucune rançon. C'est juste une attaque qui est ciblée. Donc, dans ce cas-là de catastrophe, de cybersabotage où on est dans le scénario du pire, il faut mettre en place des scénarios de last line of defense. Nous en parlerons un petit peu plus tard dans ce workshop. Alors, on a dit que finalement, les utilisateurs sont la cause principale des attaques. Mais pas que, parce que finalement, quand un utilisateur clique sur un lien d'hameçonnage ou une pièce jointe, mais finalement, c'est que cette pièce jointe, elle est arrivée jusqu'à lui. Ça veut dire qu'elle s'est appuyée sur une vulnérabilité logicielle, un bug, peut-être un défaut dans le logiciel qui lui a permis de donner aux pirates l'accès au contrôle de la machine. Et ça vient du fait que on parle de l'uberisation des sociétés. Auparavant, 80% des développements de code mondiaux étaient détenus par quelques sociétés qui respectaient des normes, des processus de codage, des règles. Et puis, avec cette uberisation, on voit fleurir des software compagnies qui se mettent à développer très rapidement des applications. Donc, en 2020, on aura découvert à peu près 20 000 vulnérabilités logicielles. Ça représentera une attaque toutes les 11 secondes en 2021 pour information. Alors, 90% des incidents de sécurité émanent d'un défaut de conception dans le code des logiciels. Ça veut dire que dès le début de la conception de ces logiciels,
il faut adopter une approche shiftless, pour passer de la gestion de correctifs à de l'assurance logicielle et être capable de non seulement très vite réagir pour corriger une faille, mais aussi essayer d'avoir le code le plus propre possible à la sortie des développements et le plus sécurisé possible. Alors, derrière tout ça, quelles en sont les conséquences? Eh bien, le coût moyen, selon Sophos, d'une attaque de ransomware, c'est 133 000 $ pour une organisation. Mais les conséquences, elles sont variées. C'est pas que ça. On a bien évidemment le budget IT qui est en hausse. On a une perte de revenus. Selon Kaspersky, 34% des entreprises touchées par une attaque mettront plus d'une semaine à retrouver l'accès aux données. On a une incidence sur la perte de réputation. Les sociétés qui sont cotées en bourse, eh bien, on voit le cours de bourse qui varie en fonction de l'attaque. Et puis, il y a un élément un peu plus flou, c'est les amendes réglementaires. Le GDPR prévoit, par exemple, jusqu'à 4% de vos revenus mondiaux en pénalité si vous n'avez pas déclaré une attaque dans les 72 heures. Rappelez-vous le chiffre qu'on a cité tout début, une attaque peut se cacher 108 jours avant d'être détectée. C'est ce qui est arrivé à une célèbre compagnie aérienne qui, en 2019, a écopé 230 millions € d'amende pour 500 000 coordonnées bancaires volées, non déclarées dans les 72 heures. Alors, derrière tout ça, même si le scénario peut paraître catastrophique et très compliqué, il y a quand même une approche à avoir et des bonnes questions à se poser. Tout d'abord, la security transformation, l'approche nouvelle de la transformation de la sécurité passe d'abord par un changement d'état d'esprit. Aujourd'hui, en fait, chaque solution de l'écosystème d'un client sur sa sécurité, elle n'a qu'une perspective sur ce qu'elle protège, comment elle doit se comporter, ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire que le corollaire, c'est qu'on a une fragmentation de la télémétrie, du marquage et de l'isolement des incidents. Selon Gartner, 90% des violations résultent d'une mauvaise configuration à un mauvais endroit d'un de ces logiciels de sécurité. Donc, il est plus tenable de continuer d'ajouter couche après couche des solutions de technologie. Il faut une nouvelle approche holistique qui s'intéresse à l'objet dans sa globalité pour que toutes ces solutions ne soient plus silotées, mais travaillent ensemble et soient capables d'améliorer leurs prévisions, leurs prédictions, de prévenir et d'isoler les attaques. Le point, il est vraiment important, hein, vous l'avez en arrière-plan de cette diapositive. Un client moyen international, il a entre 70 et 100% de produits, 100 de ses produits de sécurité. Ça veut dire que même les solutions généralement acceptées comme standardisées, elles créent un niveau de complexité qui tue fondamentalement la sécurité. Gardez en tête, trop d'outils, trop peu de temps pour les mettre à jour, les maintenir et de réagir en cas d'attaque. Alors, notre position, il est que la sécurité, elle n'a pas besoin d'être de nouveaux produits, mais une nouvelle approche. Et cette nouvelle approche de la sécurité, elle doit être intrinsèque, omniprésente et surtout invisible pour l'utilisateur. Et puis, un point important, il y a des nouvelles technologies qui émergent et vous l'avez vu dans une des analyses de Laurent, eh bien, on parle de plus en plus de edge, par exemple. Donc, cette sécurité, elle doit s'étendre de bout en bout, partout où vos applications et vos données, du edge au cloud, en passant par vos succursales et les terminaux de vos utilisateurs. Alors, quand on démarre une démarche de sécurité, il faut commencer évidemment par se poser les bonnes questions. Est-ce que nous sommes à risque d'une cyberattaque? Eh bien, l'analyse présentée et commandée par SCC et Dell Technologies vous l'ont bien montré. Oui, la plupart des organisations sont à risque. Mais finalement, il faut aussi se poser la question de comment la transformation vers telle ou telle technologie, l'adoption de telle ou telle technologie va avoir un effet de bord sur ma stratégie de sécurité. Et puis, est-ce qu'on protège les données des clients? Posons-nous avant tout une réflexion sur la sécurité qui est data-centrique. Évaluons les capacités de notre organisation à gérer une grande variété de risques numériques et la donnée est un bon point de départ pour cette analyse. L'autre point qui est très important, c'est de mettre en place une culture de la sécurité. Et la culture de la sécurité, c'est différent d'une stratégie ou d'une sensibilisation. C'est la connaissance des risques à tous les niveaux de l'organisation. C'est les bons comportements. C'est la bonne communication, aussi bien pour les utilisateurs que le service informatique, que les membres de la direction. C'est une culture de la responsabilité. On est tous acteurs de la sécurité informatique au sein de nos organisations. Il existe des moyens très simples. Par exemple, il existe des moyens de générer des faux mails de test et en fonction du comportement de l'utilisateur, est-ce qu'il a vérifié ou est-ce qu'il a cliqué tout de suite sur la pièce jointe, est-ce qu'il a été se renseigner sur l'adresse mail, qui permettent de mettre en place des formations spécifiques en fonction du comportement
de l'utilisateur pour sensibiliser les gens à la sécurité. Et puis, bien évidemment, l'utilisateur est en première ligne. Il est important de mettre en place une sécurité du poste de travail qui ne doit pas être un frein à la productivité de l'utilisateur, mais qui doit être intégré à chaque appareil, qui doit être capable d'accompagner l'utilisateur partout où il met ses données, puisque on a une multiplication des devices, smartphone, tablette, PC, applications dans le cloud. Donc, l'utilisateur doit être capable de retrouver toutes ces données avec de la sécurité. Et puis, les cybercriminels sont souvent des opportunistes. Ils modifient sans arrêt leur méthode d'attaque. Donc, il faut protéger les données et surtout protéger les informations personnelles identifiables. Et pour cela, des terminaux gérés avec des mises à jour, du cryptage, de l'antivirus, peut-être une simple protection contre les écrans, aussi de la double authentification. Eh bien, finalement, c'est réduire les vecteurs d'attaque pour les hackers et c'est les obliger à chercher d'autres points d'invasion et donc ça vous protège. Enfin, pour les sociétés qui développent des logiciels, eh bien, on a tous mis en place la culture DevOps au sein de nos équipes de développement pour réunir les développeurs et les opérateurs dans une stratégie commune. Eh bien, il faut y inclure une troisième composante, la sécurité en tant que code, pour arriver à une stratégie DevSecOps et livrer des applications, comme on l'a dit précédemment, qui sont les plus sécurisées possibles. Il faut bien évidemment aussi que ces applications soient capables d'intégrer intrinsèquement des capacités de se mettre à jour, de se réparer en cas d'attaque, de revenir au bon état connu, au dernier bon état connu. Et puis les API, soyons prudents avec les API. On a tous des API qui vont chercher les données dans le cloud, qui les ramènent dans une base de données on-premise, qui l'envoient dans une autre base de données. Eh bien, il faut sécuriser les accès aux bases de données. Il faut savoir qui accède aux bases de données, pourquoi, comment. Des solutions telles que Boomi, par exemple, Delboomi, permettent d'avoir des contrôles d'accès basés sur des rôles. Et puis, une approche de la sécurité du data center. Mon confrère Sébastien va rentrer plus dans les détails tout à l'heure. Gardez en tête que IDC nous indique que 93% des entreprises auront plus de 2 clouds à gérer. Ça veut dire piloter la sécurité en un point unique, que ce soit pour des VM ou des containers si on est dans une approche microservice. Mon container, ma VM, part à l'extérieur de chez moi, mais avec mes règles de sécurité. Il faut aussi, bien évidemment, contrôler les flux entre les VM et les containers pour détecter une VM qui deviendrait très causante et savoir si c'est normal ou pas. Des architectures résilientes, capables de digérer une attaque, de revenir à la normale. Des accès authentifiés pour les membres du service informatique, savoir qui accède et pourquoi. On a déjà vu des attaques où des personnes avaient été infiltrées dans les services informatiques pour détruire les matériels. Et puis, une sécurité intrinsèque de bas niveau pour se protéger. Bien évidemment, des règles de bonne pratique. Lorsqu'on décommissionne un matériel, mettre en place une stratégie de Certified Data Erasure. On n'y pense pas forcément, mais s'assurer qu'un matériel qu'on restitue à un loueur ou qu'on envoie au recyclage, toutes les datas qui sont dessus ont bien été effacées. Et puis, on a parlé de première ligne de défense au niveau des utilisateurs. Eh bien, au niveau du data center, on va parler de la last line of defense, la dernière ligne de défense. Ça pourrait être le titre d'un film de James Bond, mais il faut un scénario du pire, le scénario de la catastrophe absolue. J'ai été attaqué par du cybersabotage. Je veux un sanctuaire, un bastion dans lequel je vais protéger mes données les plus sensibles, vitales pour l'entreprise, déconnecter aléatoirement du réseau pour être sûr que même si mon backup est attaqué, je sois capable de retrouver des données dépolluées au sein de ce bastion. Alors pour conclure, moi j'aime bien l'image du coffre-fort. Si on devait résumer un petit peu cette stratégie de sécurité, eh bien moi j'aime bien l'image du coffre-fort comme dans les films de gangsters. On construit un coffre-fort dans lequel on met des billets de banque ou des données dans le monde informatique. On surveille les couloirs d'accès à ce coffre-fort. On contrôle qui accède à ce coffre-fort avec des badges, de la double authentification dans le monde informatique. J'ai une alarme qui se déclenche le jour où mes voleurs veulent essayer de rentrer dans mon coffre-fort. Je rends mes données inutilisables, des marqueurs à encre dans le monde bancaire ou dans les films, du cryptage par exemple dans le monde informatique. Et puis surtout, a posteriori, eh bien, j'audite, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment les gens se sont infiltrés et surtout, eh bien, j'alerte les bonnes personnes. Alors, l'incident, on l'aura. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. La bonne approche, c'est comment on y répond.
Et pour ça, une architecture résiliente, capable de digérer une attaque, de revenir à la normale. Plus elle est simple, plus elle est facile à sécuriser. Une stratégie de sécurité adaptable. On l'a dit, les hackers sont en permanente évolution, donc il faut être capable de s'adapter. Une stratégie de sécurité unifiée. Les métiers doivent être partie prenante de la stratégie de sécurité. Nous sommes tous acteurs de la sécurité. Et puis, de confiance. Aujourd'hui, les ressources expertes en sécurité sont une ressource rare. On est sur des sujets qui sont très complexes où il faut être très réactif. Donc, il faut être capable de s'appuyer sur des partenaires de confiance tels que SCC ou Dell Technologies, par exemple, qui vont être capables de venir vous soutenir et vous épauler dans ce difficile challenge. Je vous remercie et je vais donc passer la parole à Sébastien, mon confrère de SCC. Merci Vincent. Là, Sébastien, c'est à toi. Tu as la main. C'est bon. Afficher mon écran. Vous voyez ma présentation? Parfait. C'est parti. Eh ben, bonjour à tous et merci pour le temps que vous nous accordez ce matin. Je vais prendre le relais maintenant un petit peu pour parler de la protection des données, en particulier dans le data center. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Hurst, je suis le directeur technique infrastructure chez SCC et j'ai en charge toutes les activités d'avant-vente et d'architecture relatives aux environnements data center. Alors, le data center, donc vous en avez tous, hein, avec un certain nombre de workloads différents à l'intérieur, que ce soit des anciens systèmes en legacy, des systèmes hautement critiques, des environnements VM VDI, plus récemment, depuis quelques temps, des environnements avec des cloud apps basés majoritairement sur du container et du Kubernetes, des systèmes analytics avec l'introduction des nouveaux systèmes type Big Data IA, le tout éventuellement interfacé en hybridation avec du cloud externe. Mais un sujet qui vient régulièrement et qui doit être traité quoi qu'il en coûte, c'est la partie data protection. Alors, comment traite-t-on cette partie data protection? Le sujet est assez large, hein, c'est un besoin transverse. Il va toucher tous les pans d'activité du data center. De quoi est-ce qu'on se protège? On se protège d'un certain nombre de sujets, que ce soit les pannes matérielles, les corruptions logicielles. Effectivement, tel qu'on l'a évoqué depuis ce matin, les problématiques de malveillance, mais aussi d'autres sujets qui sont attenants à cette protection de données et qui sont apparus en particulier avec l'arrivée de la GDPR, que sont la capacité à faire de l'auditabilité sur les systèmes ou de redécouverte ou de recherche d'éléments qui seraient nécessaires pour faire des actions spécifiques, notamment pour des actions judiciaires. Alors, quand on veut protéger les données dans le data center, qu'est-ce qu'on fait? De manière assez générique, on va faire de la sauvegarde et de la restauration. Donc c'est l'assurance tout risque qu'on a mis en place depuis maintenant des décennies pour assurer un certain niveau de résilience et de capacité à rebondir si jamais on était affecté par un désastre au niveau des données. On associe deux choses, enfin trois choses même. On associe un logiciel de sauvegarde, c'est lui qui s'occupe de faire les opérations. On va mettre en place un média de sauvegarde, qui va être le média sur lequel vont reposer les données qui vont servir d'assurance à l'éventuelle corruption de ces dites données, et on va accompagner ça par du processus. Les process sont importants puisqu'on va définir quand est-ce qu'on fait les sauvegardes, comment on les fait, qui les fait. On va s'appuyer sur un certain nombre de contraintes qui vont être discutées avec notamment les gens des métiers, je pense, au niveau de service. On va rajouter, comme on l'a dit, cette capacité à faire de l'auditabilité. On va se protéger des ransomware. Une des grandes questions quand même qui reste, puisque traditionnellement, en data center, on backup tout. La grande question, c'est pourquoi on backup? Pourquoi je pose cette question qui a l'air anodine, c'est que on se rend compte qu'il y a de nouveaux challenges. Ces nouveaux challenges liés au backup sont liés historiquement à deux choses. La première, c'est la croissance des données. On constate ça depuis maintenant plus de 20 ans. Les données ont une tendance très forte à augmenter et on se retrouve avec des besoins, avec des budgets qui ne sont pas nécessairement en hausse, à devoir faire toujours plus. Ça vient de deux choses en particulier. On va dire la standardisation d'un certain nombre de workloads qui sont usités depuis très longtemps. Je pense aux environs virtualisés. L'hyperconvergence, qui est la tendance actuelle du marché concernant la rationalisation de ces espaces dans le data center, a apporté une très grande capacité à échelonner et à augmenter la capacité à desservir des VM. La nature ayant horreur du vide, ces environnements ont eu tendance à beaucoup augmenter. On a donc de plus en plus de choses à backuper. Des nouveaux types de données à protéger. Depuis maintenant quelques années, on voit arriver du big data, on voit arriver des conteneurs. On a le stockage objet qui est arrivé également. Ce sont des nouveaux types de données. Faut-il les backuper ou non? De quelle façon?
Faut-il les protéger autrement? Ce sont les nouvelles questions qui arrivent maintenant au sein du data center. Ce sont des questions qui arrivent très régulièrement et on est régulièrement sollicité chez SCC pour réfléchir à ces sujets qui paraissent anodins. Les gros environnements qu'on voit ces derniers temps étant la nécessité de protéger ces fameux environnements big data, la capacité également à protéger les clouds privés, où il arrive parfois que la masse de machines virtuelles devient tellement importante qu'il faut imaginer d'autres stratégies pour pouvoir protéger ces assets. Alors, c'est pourquoi? Parce que cette méthode traditionnelle n'est plus en phase. Comme il y a toujours plus de données, les fenêtres de backup se réduisent, on a une pression sur les ressources réseau. Donc la question est vraiment comment faire au mieux, comment utiliser les méthodes de sauvegarde-restauration qui ont prouvé leur efficacité dans des environnements qui ont vraiment du sens, puisque lorsqu'on recherche ces informations, et lorsqu'on s'intéresse un petit peu à la façon dont ils ont été utilisés par le passé, on se rend compte qu'il y a beaucoup de données qui ne nécessiteraient pas forcément d'être sauvegardées, mais qui pourraient être protégées d'une manière différente. Donc la stratégie, c'est d'aligner les moyens sur les besoins. En fait, il faut compléter cette solution de backup par d'autres stratégies qui vont nous permettre de solutionner les problématiques de coût et de rendre un service suffisant, voire différent, voire meilleur que ce qu'on faisait actuellement avec les processus de sauvegarde-restauration. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Un petit peu de process, on quantifie les exigences, on regarde ce dont on a besoin, on classifie ces besoins, et notamment en termes d'engagement de service vis-à-vis des utilisateurs ou des métiers. On les formalise une bonne fois pour toutes, ce qui n'est pas toujours fait, mais qui nous permet d'avoir des bons indicateurs sur ce dont on a besoin pour pouvoir répondre aux impératifs de l'entreprise. Et ensuite, on bâtit ces offres de services. Cette production est forcément maintenant devenue multiniveau, puisqu'on arrive maintenant à des environnements qui sont à la fois on-premise, monocloud, multi-cloud et hybride. Donc la première des choses qu'on peut être amené à faire, c'est faire de l'archivage. Alors pourquoi est-ce qu'on archive? C'est pour plus sauvegarder. Enfin, il y a plusieurs raisons, mais une des premières, c'est pour ne plus sauvegarder. L'archivage, c'est réussir à détecter quelles sont les données immutables ou les données qui ne sont plus utilisées. On veut quand même les conserver pour des tonnes de bonnes ou de mauvaises raisons. On va donc les conserver, les dédier et les sécuriser dans un espace rien que pour elles, puisque ce sont des données qui ne bougent plus. Du coup, le processus de sécurisation est adapté. On va pouvoir le retirer de l'environnement à sauvegarder. Et donc, les fenêtres de sauvegarde vont être allégées d'autant de l'utilisation de mise en place de processus d'archivage. Puisqu'on ne sauvegarde pas les données archivées, on les protège, généralement par d'autres mécanismes de duplication ou de conservation multiniveau. En dehors de l'archivage, une autre solution qui était traditionnellement mise en place, en particulier au départ dans le monde du média, c'était ce que moi j'appelle le stockage autorésilient. On protège les NAS, on ne les backup plus quand ils deviennent énormes. C'est dans le cas particulier des médias qui disposent d'environnements très très vastes en termes de vidéo ou de son, qui sont donc des données qui ne bougent plus. Plutôt que de faire de la sauvegarde de ce type d'environnement, ce qui est très coûteux, on les réplique, on fait des snapshots, on dispose du coup d'une vision à temps donné dans 2 sites différents, en plus d'une vision temporelle liée à la création des snapshots. Cette solution permet, pour des données, en particulier des données typées médias, de ne plus avoir à faire de sauvegarde et d'avoir un système qui est grandement allégé par rapport à ce qu'on veut faire en production. La question se pose exactement de la même façon avec l'arrivée du stockage objet, qui est une nouvelle classe de stockage qu'on voit apparaître dans le cloud depuis longtemps, mais de plus en plus fréquemment dans les entreprises. Lorsqu'on utilise ce type d'environnement, la question se pose souvent pour les gens qui commencent, est-ce qu'on doit le backuper et comment le backup? Il n'y a pas de réponse absolue et finale sur la nécessité ou pas de les backuper. Généralement, on en revient quand même à des solutions adaptées à ce type de support, en disant on crée on ne fait pas de réplication comme on faisait avant, mais plutôt une géodistribution des données entre plusieurs sites, subtilement différent. On active ce qu'on appelle le versionning des données, ce qui permet d'avoir des objets qui ne se remplacent pas, mais qui viennent en surcouche d'un objet qui existe déjà, pour éviter justement les corruptions de données, de manière notamment les corruptions massives ou les délétions de données. En utilisant ces solutions-là, on arrive à quelque chose qui est un peu similaire à l'exercice précédent, des données réparties, copiées à plusieurs endroits, versionnées, on est donc protégé. Cette gestion de snapshot a également été développée, donc, comme je l'ai décrit précédemment, mais également est très utile pour les environnements cloud. Dans le cloud, on parle essentiellement de données snapshotées lorsqu'on utilise des services en mode IaaS ou en mode PaaS. La capacité à automatiser à travers des solutions logicielles
telle que présente chez nos partenaires Dell de gestion de ces snapshots, nous permet de mettre en place une politique de protection des données dans le cloud centralisée, qui ne s'appuie donc pas nécessairement sur des mécanismes de backup restauration, mais qui s'intègre en fait au processus inhérent de sécurisation dans le cloud que sont les snapshots. Enfin, on l'oublie un petit peu souvent, mais les applications elles-mêmes ont des mécanismes de protection. Il n'est donc pas nécessaire forcément de surjouer la protection avec des processus additionnels. Je donne comme exemple 2 exemples qui sont assez basiques, mais qui sont très réels. Lorsque vous faites de la messagerie, vous avez des corbeilles. Les mails ne disparaissent pas. Si vous les effacez en tant qu'utilisateur de votre corbeille, elles vont généralement dans une corbeille administrateur. Ils ne sont pas effacés non plus. Ils sont conservés un certain temps. Lorsque vous faites de l'exchange, si vous êtes on-premise, vous pouvez mettre en place un DAG qui permet d'avoir un haut niveau de résilience niveau applicatif du service de messagerie. Donc toutes ces fonctions permettent d'apporter de la sécurité qui peuvent, dans une certaine mesure, ne plus obliger à faire du backup. C'est ce qu'on constate lorsqu'on va proposer de la messagerie dans le cloud. Par défaut, ce sont des systèmes qui ne sont plus backupés, mais dont on conserve les données pendant un certain laps de temps à travers ces mécanismes de corbeille pour pouvoir restaurer les données si on en a, des messages si on en a besoin. Donc il n'est plus nécessaire d'appliquer des systèmes de backup sur ce type d'environnement. Donc finalement, la protection de données, c'est quoi? C'est évaluer et décider. Donc à chaque client, ses contraintes, c'est le plus important. On voit bien qu'il y a un certain nombre de possibilités pour assurer cette protection des données. La première étant les mécanismes de sauvegarde-restauration, mais pas que. Donc à chacun un petit peu de faire son état des lieux, notamment avec les métiers, pour regarder quelles sont les choses qui sont réellement importantes côté client. On parle bien d'expression de besoin. Et à partir de ces besoins, de décider quels sont les niveaux de service attendus. Une grande question qui fait débat depuis quelque temps aussi, c'est faut-il sauvegarder ou non les données dans Office 365? Chacun sa réponse. Il est parfaitement possible de se suffire des mécanismes qui sont dans le cloud. Néanmoins, pour d'autres, il est nécessaire d'avoir des datasets utilisés et rationalisés en termes de backup restauration. On sait le faire également. Donc chez SCC, on se repose sur notre centre de compétences qui a la capacité très importante, puisqu'actuellement on délivre quelque chose de l'ordre de 450 projets d'infrastructure par an, ce qui en fait 2 par jour, pour répondre sur l'intégralité de ces contraintes du data center, en particulier sur les problématiques de backup et de restauration, qui vont nous permettre d'accompagner nos clients sur le design de ces solutions, l'interprétation de leurs besoins, la mise en conformité avec les SLA demandés par les clients et le suivi de ces différentes demandes. Nous nous appuyons sur ça sur un certain nombre de partenaires, mais il se trouve qu'un de nos partenaires majeurs est Dell Technologies, qui nous apporte un certain nombre de solutions et de briques sur ces différents environnements, que ce soit au niveau du logiciel de virtualisation, du logiciel de backup, que ce soit au niveau des solutions matérielles liées au backup, y compris des choses assez innovantes côté cybersécurité sur la partie data domain qui permet de protéger encore plus fortement vis-à-vis des ransomware. Nous nous appuyons également sur nos propres compétences internes, sur l'intégralité du portfolio Dell et de nos compétences très très avérées sur la partie VMware qui est devenue maintenant le centre majeur de risque à l'intérieur du data center côté asset système. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que nous avons pu répondre aux questions que vous avez pu vous poser. Et je repasse la main à Charlène si certains d'entre vous ont eu envie de poser des questions. Merci Sébastien. Alors effectivement, je ne sais pas si on va avoir le temps, donc rapidement, j'ai une question du coup qui a dû être posée par un expert. Alors, attends, je vais reprendre la main, comme ça tu peux libérer ton écran. Hop là. Alors, vous excuserez peut-être mon manque de compétences là-dessus. Est-ce que Dell a intégré des mécanismes de protection au HW? Voilà, HW, je ne sais pas, voilà, pour se protéger des attaques low level. Donc là, je pense que la question est pour toi, Vincent. Oui, je pense. Donc merci de l'avoir posé. Donc la question porte sur, je pense, des mécanismes de protection des attaques intrinsèques au matériel. Donc oui, évidemment, la plupart de nos matériels embarquent des mécanismes de protection. Donc, vous voyez derrière moi, par exemple, EasyLearn, la technologie de NAS dont parlait Sébastien, embarque nativement des mécanismes de cryptage de la donnée qui sont très bas niveau et gérés par la baie elle-même. Au niveau des serveurs ou des PC ou de Mac, plutôt de device, on embarque une fonctionnalité qui s'appelle Dell Safe BIOS, qui vient protéger le matériel des attaques low level
Et pour la partie administrateur, eh bien, on a Dell SafeBIOS Event and Indicators qui permet de savoir ce qui se passe sur ces low levels. J'espère que j'ai répondu à la question. J'espère aussi. Dans tous les cas, on a tes coordonnées, on sera te retrouver. Autre question, c'était sur comment tester en fait les scénarios de protection de données qu'on a mis en place. En fait, lorsqu'on met en place ces niveaux, c'est pour ça que je parlais un peu de procédure. Normalement, la mise en place d'un environnement de backup impose deux choses. La première, c'est un plan régulier de test de ces environnements de restauration, parce qu'on ne backup pas pour backuper, on backup pour restaurer. Donc, on doit être à même de tester assez régulièrement ce qu'on a pu backuper pour vérifier s'il se restaure bien, et éventuellement appliquer des corrections pour prendre en compte ce qui n'est pas couvert ou ce qui a été mal couvert. Également, il doit prendre en compte, il doit s'intégrer dans le plan de risque de l'entreprise. Et donc, si jamais on est assujetti à un vrai problème qu'on rencontre en vraie vie, en production, qu'on sache directement à partir des documents et des documents produits, du schéma de protection, savoir qui appeler, comment l'appeler, et puis procéder évidemment à appeler le fournisseur de solutions technologiques, appeler son intégrateur préféré SCC, et nous intervenons dans ces cas-là pour aider nos clients lorsqu'il y a un vrai gros problème de production. Top. Ben, merci. Alors, on a dépassé de 5 minutes. Du coup, je propose qu'on termine sur cette réponse-là. Merci à tous. N'hésitez pas, on vous fera parvenir, donc, du coup, suite à cette session, l'infographie dont Laurent nous a présenté les résultats de l'étude. Et puis, vous aurez ainsi donc tous nos contacts pour approfondir vos sujets si vous le souhaitez. Voilà, merci à tous et très bonne journée. Merci à tous.